Un millionnaire a suivi sa femme de ménage après l'avoir vue endormie au travail, mais il a été choqué en découvrant une petite fille qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Le 37e étage de la Tour Cristal, au cœur du 8e arrondissement de Paris, offrait une vue majestueuse sur les toits haussmanniens et les flèches dorées des Invalides. Derrière les parois de verre fumé de son bureau, Vincent Dumas terminait méthodiquement sa 10e réunion de la journée. Tout, dans sa vie, répondait à une logique implacable: efficacité, rentabilité, contrôle. Chaque minute de son quotidien était chronométrée, chaque pause pensée comme un investissement. À 37 ans, il incarnait la réussite française. Jeune millionnaire, patron respecté d'un groupe de technologies appliquées à la finance, figure montante des cercles d'affaires européens. Rien ne dépassait, rien ne traînait, pas même un gobelet oublié sur une table. Et pourtant, ce soir-là, en sortant pour prendre un verre d'eau dans l'espace détente, Vincent marqua un arrêt. Là, sur le canapé gris clair, à l'abri des regards mais visible depuis son angle de vue privilégié, une femme était endormie. Elle portait une tenue de ménage modeste et ses chaussures usées trahissaient de longues heures de travail. Son badge, retourné contre sa poitrine, était illisible. Elle semblait avoir sombré dans le sommeil par pur épuisement, la tête penchée, les bras croisés sur son ventre. Habituellement, Vincent aurait simplement haussé les épaules ou demandé à la sécurité de régler la situation. Une employée, qui s'endort sur le lieu de travail, même discrètement. Cela ne cadrait pas avec les standards qu'il imposait. Mais quelque chose le retint. Peut-être était-ce la manière dont ses cils frémissaient légèrement, ou cette ride profonde entre ses sourcils, témoin d'un stress accumulé. Elle ne dormait pas vraiment. Elle fuyait. Ce n'était pas du repos, c'était une échappée. Vincent recula lentement, intrigué. Il retourna dans son bureau sans bruit, mais l'image de la femme s'imposa à lui comme une anomalie, dans le code parfait de sa journée. Il tenta de reprendre son travail, mais son regard revenait sans cesse vers l'écran de sécurité sur lequel, discrètement, on pouvait observer un angle du salon. Elle y était toujours, immobile, comme une statue posée là par erreur. Ce n'était pas la première fois qu'il croisait cette femme. Il se souvint de l'avoir vue, quelques jours plus tôt, poussant un chariot rempli de produits d'entretien dans les couloirs du sous-sol. Elle ne levait jamais les yeux, comme si elle cherchait à disparaître. Il n'avait jamais su son nom. Il ne s'en était jamais soucié, jusqu'à aujourd'hui. Vers 22 heures, elle se redressa soudainement, paniquée, comme réveillée, en sursaut. Elle regarda autour d'elle, ajusta sa veste trop grande, puis fila vers les ascenseurs en jetant des regards nerveux derrière elle. Vincent observa cette fuite silencieuse avec un mélange d'interrogation et de fascination. Il ne savait pas pourquoi, mais il avait l'impression d'avoir perçu quelque chose de fragile, une fissure dans le béton de la routine. Le lendemain matin, il entra dans le bâtiment à 7 heures précises, comme à son habitude. Il avait mal dormi. La silhouette fatiguée de la veille hantait ses pensées. Il décida alors de faire quelque chose qu'il ne faisait jamais. Prendre un café dans l'espace détente avant même de lire ses premiers rapports. À 7 heures, le personnel de ménage terminait son service. Il la vit passer, le regard baissé, traînant son chariot sans un mot. Elle ne semblait pas l'avoir remarqué. Il s'approcha lentement. Elle ouvrit la porte du local d'entretien sans même jeter un œil autour d'elle. Vincent attendit qu'elle disparaisse dans l'ombre pour regarder furtivement le registre des présences posé sur une table à côté. Un nom manuscrit attira son attention. Céline Moreau. Elle signait chaque jour à 5h50 et quittait les lieux à 9h du matin. Il répéta mentalement le nom. Céline. Cela lui évoquait une douceur ancienne, presque oubliée. De retour dans son bureau, il fit une recherche rapide dans les fichiers du personnel. Elle avait 34 ans, était employée par une société de sous-traitance depuis 3 ans et n'avait aucun antécédent notable. Céline Moreau. Pourquoi ce nom semblait-il résonner en lui? Était-ce simplement une coïncidence ou ce prénom, ce visage fatigué, avait-il réveillé un souvenir enfoui? Toute la journée, il eut du mal à se concentrer. Lorsqu'il passait d'un bureau à l'autre, lorsqu'il dictait des notes ou répondait aux investisseurs, son esprit dérivait. Il ne comprenait pas pourquoi cette femme l'obsédait soudainement. Elle ne lui avait rien dit. Elle n'avait même pas remarqué sa présence. Et pourtant, il avait envie de la revoir, de lui parler, de savoir pourquoi elle semblait si brisée. Ce soir-là,
Il prit une décision inhabituelle. Il resterait plus tard que d'habitude. Pas pour travailler, mais pour observer. Il voulait comprendre ce que cette femme fuyait en s'endormant sur un canapé d'entreprise. Et peut-être, au passage, comprendre ce que cette perturbation disait de lui. Il était un peu plus de 20 heures lorsque Vincent, seul dans son bureau silencieux, termina la dernière page d'un rapport sans vraiment l'avoir lu. L'écran de sécurité affichait les couloirs déserts et les ascenseurs figés. Rien ne bougeait, sinon la trottinette d'un livreur de repas glissant brièvement à l'étage inférieur. Il jeta un regard vers le salon où elle s'était assoupie la veille. Vide. Un gobelet en carton reposait sur la table basse. Il n'était pas là plus tôt. Elle était déjà passée. Il quitta son bureau, veste sur le bras, et descendit prudemment les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée, puis bifurqua vers l'ascenseur de service. Personne n'utilisait cet accès, sinon les équipes de nettoyage. Il s'arrêta devant le local d'entretien, tendit l'oreille. Un léger cliquetis, un frottement de tissu contre le sol. Elle était là. Il hésita à frapper. Il se demanda ce qu'il dirait. Rien ne lui vint. Alors il repartit, traversa le hall, s'assit dans un fauteuil de cuir. Il attendit. Une demi-heure plus tard, elle sortit, poussant lentement son chariot. Elle s'arrêta net en le voyant. Ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde, puis elle détourna immédiatement le regard, reprenant sa marche, comme si sa présence n'avait été qu'un mirage. Mais dans sa précipitation, un chiffon glissa du haut du chariot et tomba au sol. Vincent se leva, le ramassa et s'approcha. « Mademoiselle Moreau ?» murmura-t-il doucement. Elle s'immobilisa. Lentement, elle se retourna vers lui, le regard incertain. « Oui, c'est moi. » Sa voix était rauque, comme abîmée par le silence. Elle ne demandait rien, n'attendait rien. Il lui tendit le chiffon. « Vous l'avez laissé tomber. » Elle prit l'objet sans un mot. Il aurait voulu prolonger l'échange, dire quelque chose de plus personnel, mais elle avait déjà repris sa marche, disparaissant dans le couloir qui menait au quai de livraison. Vincent resta planté là quelques secondes, puis rentra chez lui. Son appartement, perché au-dessus du parc Monceau, baignait dans le calme et l'ordre. Mais cette nuit-là, le silence lui parut hostile. Allongé dans ses draps de satin, il repensa à la voix de Céline, à la façon dont elle avait répondu à son nom comme si elle ne le portait plus vraiment. Il se leva, enfila un pull, ouvrit une vieille malle sous son lit. Il n'y avait pas touché depuis des années. À l'intérieur, des carnets, des lettres, des photos jaunies. Il chercha, feuilleta, s'arrêta. Une photographie de classe, prise au collège dans une ville de banlieue. Il s'y reconnaissait, adolescent au sourire forcé, entouré d'autres visages anonymes. Et là, à gauche, une fille aux cheveux bouclés, assise au premier rang. Céline Moreau. Ce nom n'était pas un hasard. Il la connaissait ou l'avait connue. Il revit aussitôt des images floues. Une voix claire en cours de français, des rires échappés pendant la récréation. Une main levée toujours la première. Elle brillait. Elle était brillante. Mais alors, comment en était-elle arrivée? Là, à pousser un chariot de nettoyage dans un immeuble où lui, l'ancien garçon timide, trônait au sommet? Il retourna la photo, lut une date, juin 1999, 26 ans. Le vertige le saisit. Le lendemain, matin, il descendit plus tôt que d'habitude. À 6h10, il attendait dans le hall, assis sur le même fauteuil. À 6h20, elle entra. Elle ne le vit pas tout de suite. Lorsqu'elle croisa son regard, elle s'arrêta net. « Vous êtes encore là ?»« Je voulais vous parler, » répondit-il simplement. « Je suis en service. Je dois nettoyer les ascenseurs. »« Je me souviens de vous, Céline. On était dans la même classe. » Elle le fixa, interdite. Un mélange de surprise, de méfiance et, brièvement, de peur passa dans ses yeux. Elle secoua lentement la tête. « Non, ce n'est pas possible. Collège Jean Moulin, en 4e. Vous lisiez Rimbaud à voix haute. Un silence. Puis elle baissa les yeux. C'était une autre vie. Peut-être. Mais c'était vous. » Elle ne répondit pas. Il vit ses mains trembler légèrement alors qu'elle s'emparait de son chariot. « Pourquoi vous êtes ici ?» demanda-t-elle enfin. « Je ne sais pas encore. » Elle eut un sourire triste. « Moi, je sais très bien pourquoi j'y suis. » Elle disparut à nouveau et cette fois, Vincent n'essaya pas de la suivre. Il comprenait,
que quelque chose s'était cassé chez elle, quelque chose d'irrémédiable. Mais il savait aussi que ce passé partagé, ce petit morceau d'histoire commune, venait de rouvrir une porte qu'il n'aurait jamais pensé franchir. Ce jour-là, il appela discrètement le responsable du personnel de l'entreprise de nettoyage. Il demanda à consulter l'ancien dossier de Céline Moreau. Ce qu'il y trouva ne fit qu'approfondir le mystère. Une longue période sans emploi, un déménagement brutal en province, un retour à Paris 2 ans plus tôt, puis l'embauche comme technicienne de surface. Aucune mention de formation, aucun diplôme inscrit, aucun antécédent judiciaire, un vide, une ellipse, une absence totale d'explication. Et Vincent, pour la première fois depuis des années, sentit en lui un besoin brûlant de comprendre. Le temps sembla s'étirer dans les jours qui suivirent. Vincent, accaparé par des réunions avec des investisseurs allemands, se surprenait à vérifier l'écran de sécurité entre 2 présentations. Comme si l'image furtive de Céline pouvait lui révéler un détail nouveau, une infime variation dans son comportement. Mais elle restait toujours la même, discrète, invisible, presque transparente. Elle ne parlait à personne, ne s'arrêtait jamais plus que nécessaire et quittait les lieux chaque matin à 9 heures précises. Pourtant, depuis leur bref échange, quelque chose avait changé. Elle l'évitait délibérément. Un matin, elle détourna même le regard en le croisant près du distributeur d'eau. Il ressentit une étrange douleur, presque une forme de rejet. C'était absurde. Il était Vincent Dumas, l'un des hommes les plus en vue de la capitale, et il se trouvait affecté par le silence d'une femme de ménage. Mais au fond, il savait que ce n'était pas son rôle social qui le troublait. C'était le souvenir d'une promesse d'avenir qu'ils avaient tous deux laissé mourir. Poussé par une tension qu'il ne contrôlait plus, il décida de revoir l'unique professeur qu'il avait gardé en mémoire, M. Lambert, ancien professeur de lettres, désormais retraité à Suresnes. Il le retrouva dans un café, modeste, au pied d'un immeuble gris un dimanche matin brumeux. « Dumas. Eh bien ça alors », s'exclama Lambert en lui serrant la main avec vigueur. « Je vous ai vu récemment à la télévision. Vous êtes devenu un sacré personnage, non ?» Vincent sourit poliment, mais n'attendit pas longtemps pour poser la question qui l'obsédait. « Vous souvenez-vous de Céline Moreau ?» Le regard de Lambert se durcit légèrement. « Bien sûr que je m'en souviens. Une élève brillante, passionnée, d'une maturité rare. Elle aurait pu aller très loin. Que lui est-il arrivé ?» Le vieil homme soupira et s'adossa à sa chaise. « C'est une longue histoire. Elle a disparu du jour au lendemain, à la fin de la 3e. Personne ne savait pourquoi. Elle ne s'est pas présentée au brevet. J'ai appris bien plus tard que sa mère avait été hospitalisée, puis placée. Problème psychiatrique, je crois. Céline a été confiée à une tante, en province. Elle n'est jamais revenue. » Vincent sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle était seule, alors? Oui, et fière. Elle ne voulait pas qu'on la plaigne. Elle n'a jamais laissé paraître ce qui se passait chez elle. Mais moi, je voyais bien qu'elle portait un fardeau trop lourd pour une enfant de cet âge. Le silence s'installa entre eux. Vincent repensait à l'adolescente vive et curieuse qu'il avait connue, à celle qu'il avait oubliée pendant des décennies. Il se rendit compte qu'il ne l'avait pas seulement ignorée en tant qu'adulte. Il l'avait aussi laissée disparaître jadis, sans s'en soucier. De retour à la Tour Cristal, il commença à prêter une attention accrue à la routine de Céline. Il connaissait désormais les heures où elle nettoyait chaque étage. Il s'arrangeait, sans que cela soit évident, pour croiser son chemin à des moments choisis. Mais elle gardait ses distances, répondant brièvement, fuyant les conversations. Ce fut un jour de pluie battante que les choses basculèrent. Le hall d'entrée était glissant, et un cadre trop pressé glissa en entrant, renversant son café brûlant sur un mur fraîchement nettoyé. Céline, qui passait à ce moment-là, s'approcha pour essuyer les taches, mais fut immédiatement réprimandée par le responsable de la sécurité, un homme brutal, qui l'accusa de négligence. La scène, absurde et humiliante, se déroula sous les yeux de plusieurs employés. Vincent arriva juste au moment où elle se faisait rabrouer. Il n'hésita pas une seconde. « Ça suffit. Ce n'est pas de sa faute. » Tous se tournèrent vers, lui surpris. « Monsieur Dumas, elle a laissé traîner son chariot près de l'entrée. Et alors, vous voulez qu'elle contrôle la météo aussi ?» Il s'approcha d'elle. « Allez, venez, laissez ça. » Elle resta figée, les mains crispées autour de sa serpillière. « Je dois finir. Ce n'est pas une punition, Céline. Vous méritez mieux que ça. »
Il l'entraîna doucement vers l'ascenseur. Une fois à l'étage, il l'invita à entrer dans son bureau. Elle refusa d'abord, puis finit par accepter, à contre-cœur. Il lui offrit un thé qu'elle ne toucha pas. « Je ne veux pas de faveur, dit-elle enfin. Ce n'est pas une faveur, c'est une tentative de réparer quelque chose que j'ai laissé se briser sans rien faire. » Elle le regarda droit dans les yeux pour la première fois. Il lut dans ce regard une immense fatigue, mais aussi une lucidité douloureuse. « Vous ne me devez rien. Ce qui est cassé l'est pour de bon. Alors aidez-moi à comprendre, pour que je ne sois plus ce gamin lâche qui n'a rien vu. » Elle détourna les yeux, mais ses épaules se relâchèrent un peu. Elle murmura presque « Très bien, mais vous ne ressortirez pas indemne de ce que je vais vous dire. » Le silence s'abattit brutalement sur le vaste bureau. Céline resta debout, les bras le long du corps, comme prête à fuir. Le thé, toujours intact sur la table basse, diffusait une légère vapeur qui se dissipait lentement dans l'air. Vincent s'était assis, le regard fixé sur elle, mais sans rien dire. Il sentait que chaque mot prononcé désormais devait l'être avec une justesse absolue. Rien ne devait brusquer ce moment fragile. « J'ai 40 ans dans 3. Moi, commença-t-elle d'une voix lente. Mais je suis restée figée à mes 16 ans pendant très longtemps. Tout s'est arrêté là. » Elle s'approcha doucement de la fenêtre, comme pour échapper à sa propre parole. « Après ton départ, juste avant l'été, tout a dérapé. Ma mère a fait une crise violente. Elle hurlait la nuit, cassait les miroirs, disait que les murs lui parlaient. On a fini par l'emmener. L'hôpital, les diagnostics, les regards, ils ont décidé qu'elle ne pouvait plus s'occuper de moi. » Elle inspira profondément, comme si chaque phrase lui coûtait une partie d'elle-même. Je suis partie vivre chez une tante, une femme froide, distante, qui me voyait comme un fardeau. Là-bas, il n'y avait pas de livres, pas de musique, pas de rêve. Juste le silence, les corvées et une école où j'étais invisible. Vincent ne bougeait pas. Il l'écoutait avec une attention qu'il n'avait jamais portée à personne. Je me suis tue pendant des années. J'ai fait des petits boulots, gardé des enfants, nettoyé des maisons, j'ai survécu, rien d'autre. Et puis un jour, il a fallu que je revienne à Paris. Je pensais que peut-être je pourrais recommencer. Mais on ne recommence jamais. Vraiment. Elle se retourna enfin, croisa son regard. Et te voir là à la télévision, dans les journaux, ce nom que j'ai reconnu tout de suite. C'était comme un coup de couteau. Je me suis dit, voilà, lui, il a réussi. Il a fui. Attends. Moi, je suis resté dans l'incendie. Vincent se leva lentement, approcha à pas mesurés. « Tu crois vraiment que j'ai fui? Je n'ai même pas su voir. Je t'ai oublié, Céline. » « Oui, et tu étais le seul à qui j'aurais pu demander de l'aide à l'époque. Mais je n'ai rien dit. J'avais trop honte. » Le silence revint, mais cette fois, il était habité. Un silence plein de souvenirs qu'il n'avait jamais partagés, de lettres jamais écrites, de gestes restés en suspens. « Pourquoi avoir accepté ce poste ici ?» demanda-t-il enfin. « Parce que j'étais au bout. Parce que je n'avais plus de filet de secours. Et parce que je voulais voir si tu te souviendrais de moi. » Cette phrase, simple, directe, le frappa en plein cœur. « Et maintenant ?» Elle haussa les épaules. « Maintenant, je ne sais pas. Tu as une vie, une réussite. Moi, je suis un fantôme de ton passé, une tache sur un tapis propre. » Il s'approcha, encore. Lentement, il tendit la main sans toucher, mais assez près pour que l'intention soit lisible. « Tu n'es pas un fantôme. Tu es la seule personne ici que je regarde avec sincérité depuis longtemps. » Elle recula d'un pas. « Tu crois que tu peux réparer ce qui a été brisé? Ce n'est pas une entreprise, Vincent. Ce n'est pas une fusion ratée. Non. Mais je peux essayer d'être là. Pas comme un patron. Comme un homme qui veut rattraper une erreur vieille de 26 ans. » Elle secoua la tête, les yeux humides. « Il est trop tard pour nous deux. » Il voulut répondre, mais elle leva la main pour l'en empêcher. « Je te raconterai tout, mais pas ici. Pas comme ça. Donne-moi un peu de temps. Autant que tu veux. » Elle tourna les talons, marcha jusqu'à la porte. Juste avant de sortir, elle s'arrêta. « Merci pour avoir vu ce que les autres ne voient jamais. » Et elle disparut, laissant derrière elle un bureau plus silencieux que jamais, mais aussi un homme ébranlé, assis au cœur d'un monde qu'il ne comprenait plus tout à fait. Ce soir-là, Vincent ne rentra pas chez lui. Il erra dans Paris sous la pluie, passant devant son ancien collège, le regard perdu dans les vitres embuées. Il pensait à Céline, à cette vie parallèle qu'ils auraient pu partager, à tout,
ce qu'ils avaient perdu sans jamais le savoir. Ils comprenaient désormais que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Elle était un appel, un rappel. Et ils savaient qu'ils ne pourraient plus faire marche arrière. Le lundi matin arriva sans prévenir, enveloppé dans la grisaille d'un ciel bas et lourd. Vincent se leva après une nuit blanche passée à revisiter chaque mot échangé avec Céline. Rien dans son esprit n'était en ordre, et pourtant, jamais ses gestes n'avaient semblé plus précis. Il s'habilla lentement, choisit un manteau sobre, évita les cravates, et descendit dans la rue comme un homme se préparant à entrer dans une histoire ancienne qu'il avait laissée inachevée. Au bureau, tout fonctionnait comme d'habitude. Les écrans défilaient, les réunions s'enchaînaient, les agendas se remplissaient de chiffres et d'objectifs trimestriels. Mais pour Vincent, chaque regard croisé, chaque mot échangé, résonnait autrement. Derrière les stratégies de croissance et les projections de marché, il percevait désormais le silence d'une femme qui nettoyait ses couloirs sans jamais y exister vraiment. À 8h40, il quitta discrètement son bureau et descendit au 3e sous-sol, là où les employés temporaires avaient leur casier. Il patienta quelques minutes dans un angle sombre, puis la vit arriver. Céline, vêtue, de la même blouse grise, fatiguée mais digne, marchait droit devant elle sans s'arrêter. Elle l'aperçut trop tard pour faire demi-tour. « Bonjour », dit-il avec calme. Elle s'arrêta, posa son sac contre un mur. « Je ne t'ai pas dit de me laisser un peu de temps ?»« Oui, et je le respecte. Mais je voulais te montrer quelque chose. » Elle soupira, méfiante. « Encore une faveur ? Non, juste une page de ton passé. À toi de voir si tu veux la tourner, la lire ou la déchirer. » Sans attendre de réponse, il sortit de son manteau une enveloppe vieillie, la même qu'il avait retrouvée dans sa malle. Elle la prit du bout des doigts, hésitante. « C'est toi qui me l'avais donné, dit-il doucement. Un poème. Tu avais noté, pour ceux qui se taisent, mes rêves forts. » Elle ouvrit l'enveloppe. Les mots écrits à l'encre violette étaient là, reconnaissables malgré les années. Ses mains tremblaient. Elle resta longtemps immobile, puis referma lentement la feuille. « Je ne savais même plus que je t'avais donné ça, murmura-t-elle. Moi non plus. Jusqu'à ce que je le retrouve. » Elle hocha la tête, les yeux perdus dans un point fixe. « Je t'ai attendu, tu sais. Une semaine après le dernier jour d'école, puis 2. Puis j'ai compris. Tu étais déjà parti. Mon père avait été muté à Lyon. Tout s'est fait en urgence. Je ne t'ai pas dit au revoir, Céline. Je m'en veux encore. » Elle haussa légèrement les épaules. « Tu n'étais qu'un garçon. Ce n'était pas ta faute. » Un silence doux s'installa. Cette fois, ce n'était plus une barrière, mais un lien. Un espace où le passé pouvait enfin respirer. « Tu veux marcher un peu ?» proposa-t-il. Elle le regarda longuement, puis acquiesça. Ils sortirent du sous-sol et empruntèrent l'issue de secours pour éviter les regards. Dehors, la ville commençait à s'éveiller sous une lumière pâle. Ils marchèrent côte à côte, sans but précis, laissant les pas décider de la direction. « Tu n'as jamais eu envie de reprendre les études ?» demanda-t-il. « Si, souvent. Mais j'ai dû travailler, m'occuper de ma tante, puis d'un compagnon malade. Les années ont filé, et la honte aussi. » « La honte de quoi ? De ne pas avoir tenu la promesse que je m'étais faite, celle d'écrire, de lire, de partir loin. Je me suis condamné moi-même à une vie d'ombre. Il n'est pas trop tard. » Elle rit doucement, sans joie. « Tu sais combien de fois on me l'a dit, ça ? Mais toi, tu ne comprends pas. Quand on a vécu dans le silence trop longtemps, on n'a plus de voix pour répondre. Alors, laisse-moi t'en prêter une. Rien que le temps que tu retrouves la tienne. » Elle s'arrêta, le fixa avec une intensité nouvelle. « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi maintenant ? » « Parce que je crois que j'ai raté quelque chose d'essentiel, et parce que j'ai besoin de réparer. » Elle détourna les yeux, regarda les feuilles tombées au sol. « Très bien, mais ne crois pas que ce sera simple. Je ne veux pas que ce soit simple. Je veux que ce soit vrai. » Ils reprirent leur marche plus lente, plus libre. Ils ne se parlaient plus, mais une nouvelle forme de dialogue s'était installée entre eux, celle des regards, des silences entendus, des souvenirs partagés sans qu'il soit besoin de les nommer. Ce matin-là, quelque chose bascula. Ce n'était pas encore de la réconciliation, ce n'était pas encore une promesse, mais c'était une ouverture, un passage, et peut-être un fragment d'avenir. Dans les jours qui suivirent en cette marche silencieuse, une nouvelle dynamique s'installa entre Vincent et Céline. Rien de spectaculaire, aucune déclaration,
aucun bouleversement visible. Mais dans les couloirs de la tour Cristal, leurs regards se croisaient désormais avec une reconnaissance discrète. Un léger hochement de tête, un murmure de salutation. Il n'y avait plus de fuite, plus d'ignorance. Entre eux s'était formé un terrain fragile, mais réel. Vincent poursuivait sa vie professionnelle sans relâche, mais avec une distraction nouvelle. Les réunions lui semblaient mécaniques, les décisions stratégiques, sans saveur. Il se surprenait à lire des extraits de poésie qu'il n'avait pas ouverts depuis ses années de lycée, cherchant dans les mots d'Aragon ou de Desnos une vérité qu'aucun graphique de performance ne pouvait lui offrir. Un soir, alors que la nuit s'installait sur Paris, il reçut un message inhabituel sur sa ligne privée. L'écran affichait « C'est Moreau, est-ce que tu es encore au bureau ?» Sans hésiter, il répondit simplement « Oui ». Moins de 10 minutes plus tard, elle frappa doucement à la porte de son bureau. Elle entra sans formalisme, referma, derrière elle avec soin. Elle portait un manteau beige élimé, des cheveux retenus par une pince. Elle semblait différente, plus décidée, mais aussi plus vulnérable. « Je veux te raconter », dit-elle sans préambule. Vincent hocha lentement la tête et lui désigna un fauteuil. Elle s'y installa, posant ses mains l'une sur l'autre. « Je n'ai jamais parlé de tout ça à personne, pas même à moi. Mais si je veux comprendre pourquoi je suis là aujourd'hui, il faut que je remonte à l'origine. » Il se tut, l'écoutant avec une attention presque sacrée. « Quand ma mère a été internée, j'ai commencé à écrire pour ne pas sombrer. Des carnets entiers, des histoires, des souvenirs, des cauchemars. C'était mon seul espace de liberté, mon seul lieu de résistance. » Elle ferma les yeux un instant, comme pour convoquer une image enfouie. Mais ma tante a tout brûlé. Elle disait que c'était malsain, que je devais travailler, pas rêver. Elle m'a forcé à abandonner l'école. J'ai travaillé dans une blanchisserie, puis dans un hôtel, puis dans des maisons de retraite. J'ai connu des hommes violents, des patrons méprisants, des nuits sans fin. Vincent sentait une colère sourde monter en lui, mais il ne l'interrompit pas. Et pourtant, je n'ai jamais cessé d'écrire. Sur des bouts de papier, des tickets de métro, des serviettes en papier. J'ai tout gardé, c'est mon trésor, ce que personne ne pourra jamais me voler. Elle sortit de son sac une petite boîte métallique cabossée. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des papiers pliés, jaunis, griffonnés d'une écriture fine et pressée. Ce ne sont que des morceaux, des éclats. Rien de structuré, mais c'est tout ce que j'ai. Vincent prit la boîte avec précaution comme on reçoit un objet sacré. Il lut un court extrait. « Je suis l'ombre de mes propres choix, mais parfois la lumière me frôle encore. Je ne suis pas morte, je suis en sommeil. » Il releva les yeux profondément ému. « Tu as une voix, Céline, et elle est puissante. » Elle haussa les épaules, gênée. « Une voix qui ne sert à rien quand on nettoie les traces des autres. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu continues à écrire. Il faut que tu les fasses entendre. » « Pour qui? Pourquoi? Qui voudrait lire ça? » « Moi et d'autres. Mais même si personne ne le lit, tu dois le faire pour toi. » Elle baissa la tête et pendant un long moment, le bureau fut plongé dans un silence habité. « Et si je ne suis pas capable d'en faire quelque chose? Alors je t'aiderai. Pas pour te sauver, pas par pitié, mais parce que tu portes quelque chose de rare, quelque chose qui mérite d'exister. » Elle releva lentement les yeux vers lui. Dans son regard, quelque chose avait changé. Une flamme ténue mais réelle. « Je ne veux pas de promesses. Je n'ai plus l'âge pour les illusions. Je ne promets rien, mais je suis là. Si tu me laisses rester. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un souffle à peine audible, « D'accord, reste. » Cette nuit-là, après son départ, Vincent ne rentra pas chez lui. Il resta dans son bureau à lire chaque papier de la boîte. Et dans chacun d'eux, il retrouvait non seulement Céline, mais aussi une part oubliée de lui-même. Une part qui, peut-être, avait enfin trouvé une raison de s'éveiller. La boîte métallique ne quitta plus le bureau de Vincent. Elle trônait désormais sur l'étagère la plus haute, là où il rangeait ses livres les plus précieux. Chaque soir, après les départs des équipes et la fin des visioconférences, il lisait l'un des fragments de Céline. Parfois, il les recopait dans un carnet en cuir. Parfois, il restait simplement là, à les relire, encore et encore, comme on écoute un chant venu d'un lieu qu'on croyait perdu. Céline, de son côté, gardait ses distances. Elle continuait son travail, ponctuelle, silencieuse, irréprochable. Mais il y avait désormais entre eux une forme de pacte invisible, une connivence discrète que personne d'autre ne pouvait percevoir.
Il se retrouvait parfois tôt le matin ou tard le soir dans un bureau, un couloir vide, un escalier, désert. Il lui lisait ses passages préférés. Elle écoutait sans rien dire, le regard souvent perdu dans un point invisible au mur. Et parfois, elle corrigeait une phrase, modifiait un mot comme si ses textes étaient vivants, encore en gestation. Un vendredi soir, elle l'attendait dans le hall. Elle portait un cahier à la couverture souple, usée par les ans. « Ce n'est pas pour toi, dit-elle. Pas tout de suite, mais si jamais... » Elle lui tendit le carnet. « C'est le seul texte que j'ai terminé. Une sorte de récit. C'est brut, c'est violent parfois. Mais c'est moi. » Il prit l'objet avec précaution, presque avec crainte. « Tu veux que je le lise maintenant ? » ?»« Non. Quand tu sentiras que c'est le moment. Et si tu penses que ça vaut quelque chose, tu pourras le dire. Sinon, tu le rends, et on n'en parle plus. » Elle s'éloigna aussitôt sans attendre de réponse. Il resta là, le carnet contre sa poitrine, comme si on venait de lui confier un secret ancien. Ce week-end-là, il s'isola dans une maison qu'il possédait en Normandie, près de la mer. Il éteignit son téléphone, coupa ses connexions et s'assit devant la cheminée éteinte. Il ouvrit le cahier et lut. Les premières pages le prirent à la gorge. Le récit d'une adolescence brisée, d'une jeune fille enfermée dans une maison froide, sous le regard d'une tante autoritaire d'une société indifférente. Puis venait la descente. Les années de travail précaire, la peur permanente, les humiliations quotidiennes. Mais surtout, il y avait cette voix. Une langue rugueuse, poétique, lucide, qui ne cherchait ni à attendrir, ni à choquer. Céline écrivait avec les nerfs, avec le ventre. Chaque phrase semblait arrachée à une nuit trop longue. Il ne dormit pas. Il lut le carnet en entier, puis le relut. À l'aube, il savait. Ce texte n'était pas seulement fort. Il était nécessaire. Il devait exister, être lu, entendu. Ce n'était pas un manuscrit de débutante. C'était un témoignage d'une puissance rare, le cri d'une génération oubliée. Le lundi suivant, il retrouva Céline dans la salle, de repos. Elle buvait un café tiède, debout, seule comme à son habitude. « Ton texte est remarquable », dit-il sans détour. Elle ne répondit pas, mais il vit un tressaillement dans son cou. « Il faut le publier. Je te l'ai donné, pour que tu me dises ce que tu en pensais, pas pour en faire un produit. Ce n'est pas un produit, c'est un miroir, et il faut que d'autres puissent s'y voir. » Elle resta un long moment silencieuse. « Et comment tu comptes faire ça? Tu vas décrocher ton téléphone, appeler un éditeur et dire « J'ai trouvé une femme de ménage qui écrit bien ?» Il baissa les yeux. Elle avait raison. Le regard des autres ne changerait pas aussi facilement. Non, mais je peux en parler à quelqu'un que je connais, une éditrice. Elle est indépendante, respectée. Elle cherche des voix brutes, authentiques. Elle ne saura rien de toi, pas au début. Je lui enverrai le texte de manière anonyme. Et si elle refuse, alors on attendra, ou on essaiera ailleurs. Mais moi, je n'abandonnerai pas. Elle croisa les bras. Et si elle veut me rencontrer? Alors ce sera ton choix. Un mince sourire effleura ses lèvres. Elle semblait à la fois sceptique et flattée, comme si l'idée de la reconnaissance lui faisait peur. Très bien, envoie-le. Mais s'il y a la moindre moquerie, le moindre regard condescendant, il n'y en aura pas, je te le promets. Cette nuit-là, Vincent scanna chaque page du carnet, relut encore les passages les plus douloureux, puis rédigea un court message d'accompagnement. Il ne mentionna pas Céline. Il ne donna aucun détail sur son identité. Il parla seulement du texte, de sa puissance, de sa nécessité. Il appela le fichier. Voix d'en bas. Il cliqua sur « Envoyer », le cœur battant. Et dans ce simple geste, il sentit qu'un autre pacte venait de naître. Non plus entre eux seulement, mais entre Céline et le monde qu'elle avait. Toujours fui. Le message était parti. L'éditeur, une certaine Florence Carcenti, n'avait jamais répondu du tac au tac. Elle était du genre à lire plusieurs fois, à laisser mûrir les textes avant de formuler la moindre opinion. Vincent connaissait son exigence, sa rigueur presque froide, mais aussi sa passion pour les voix atypiques. Il savait qu'elle ne jetterait pas un manuscrit sans l'avoir retourné dans tous les sens. Pendant 4 jours, le silence régna. Céline ne posa aucune question. Elle continua son travail comme si rien n'avait changé, bien qu'un frémissement nouveau animait ses gestes. Il la surprit plusieurs fois à regarder autour d'elle, comme si elle pressentait qu'un événement invisible se préparait. Le jeudi après-midi,
Le téléphone personnel de Vincent vibra. Un simple message, sans formule ni signature. « Qui est-elle ? Je veux la lire encore. » Il relut ces mots plusieurs fois. Puis il répondit « Elle n'a pas de nom à te donner pour l'instant, mais elle a d'autres textes. Je peux les envoyer. » Florence accepta. Ce soir-là, Vincent retrouva Céline à leur heure tacite, près de l'entrée de secours, là où personne ne les dérangeait. « Elle veut lire d'autres choses, dit-il. »« Elle ?» répéta-t-elle surprise. « L'éditrice à qui j'ai envoyé ton texte. Elle ne sait rien de toi, juste que ta voix la touche. Profondément. » Elle le fixa, bouche entr'ouverte. « Tu veux dire que ça lui a plu ? Pas juste plu. Elle veut te publier. Mais elle veut d'abord mieux te connaître à travers ton écriture. » Céline resta muette, et dans son silence, il sentit une lutte intérieure. Un conflit entre la peur de se montrer et le désir d'exister enfin. « J'ai d'autres textes, mais ils sont encore plus durs, plus intimes. Alors c'est exactement ceux-là qu'il faut lui envoyer. » Elle hocha la tête, puis sortit un petit sac en toile de son casier. À l'intérieur, un autre carnet, plus épais. Elle le lui tendit sans un mot. « Tu peux le scanner, comme l'autre. Mais promets-moi que personne ne saura. Pas encore. »« Je te le promets. » Les jours suivants, Vincent envoya chaque fragment par lot, prenant soin de ne jamais trahir l'origine de ses mots. Florence répondit toujours brièvement, mais avec intensité. « Magnifique, terrible et juste. » J'ai pleuré, puis enfin, je veux la rencontrer. Il hésita. Céline n'était pas prête. Elle le lui avait dit clairement. Et pourtant, il savait qu'un rendez-vous pouvait tout changer. Pas pour la mettre sous les projecteurs, mais pour lui prouver que sa voix avait déjà franchi un mur. Il lui proposa une idée différente. Et si vous échangiez par lettres, pas d'email, de vraies lettres, Florence est comme toi, elle aime ce qui prend du temps. Elle pourrait te poser des questions. Tu pourrais répondre. Sans visage, sans pression, juste des mots. Céline parut surprise, puis un sourire discret traversa son visage. Des lettres, je n'en ai pas écrit depuis l'hôpital de ma mère. Alors ce sera un nouveau départ. Elle accepta. Vincent lui donna l'adresse postale de Florence. Quelques jours plus tard, il posta lui-même la première lettre, soigneusement pliée, écrite à l'encre bleue sur du papier à carreaux. Une calligraphie élégante, nerveuse, à la fois contenue et vibrante. Florence répondit dans la semaine. Une lettre manuscrite, sobre, bienveillante, où elle posait des questions simples. Quand avez-vous compris que vous deviez écrire? Quel est votre souvenir le plus ancien du silence? Qu'est-ce que vous espérez, au fond? Céline mit 2 jours à répondre. Puis une correspondance s'installa, 1 à 2 lettres par semaine. Chaque mot écrit semblait être un pan de mur qui tombait. Elle parlait de son enfance, de sa colère, de ses espoirs anciens, de son besoin de disparaître et de sa terreur à l'idée d'être vue. Vincent n'avait pas accès à ces lettres, mais il voyait leur effet. Céline, sans devenir une autre, changeait. Elle levait davantage la tête, elle souriait parfois. Et surtout, elle recommençait à écrire de nouveaux textes, avec l'idée que quelqu'un quelque part attendait ces mots. Un jeudi matin, alors qu'elle arrivait dans le hall, Vincent l'attendait. Il lui tendit une enveloppe épaisse. « Florence veut te rencontrer. Elle pense que le moment est venu. » Céline resta immobile, l'enveloppe à la main. « Et toi, tu crois que je suis prête? Je crois que tu n'as jamais cessé de l'être. Tu attendais juste qu'on te tende la main. » Elle regarda l'enveloppe comme on regarde une frontière à franchir. « Alors peut-être que je vais la franchir, mais je veux que tu viennes avec moi. Bien sûr, je serai là, comme toujours. » Ce jour-là, le monde que Céline croyait inaccessible fit un pas vers elle. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit non plus tolérée, mais attendue. Le jour du rendez-vous arriva, avec une solennité silencieuse. Céline passa la matinée à ranger son appartement exigu, situé au 3e étage sans ascenseur d'un immeuble de Montreuil. Elle ne savait pas pourquoi ce besoin d'ordre l'avait saisie. Florence ne viendrait pas ici, mais il lui fallait poser des repères, rendre concret ce qui, jusqu'à présent, n'avait été que mots et distance. Elle choisit une robe sobre, qu'elle n'avait pas portée depuis un enterrement. Elle noua ses cheveux avec soin, appliqua un soupçon de fond de teint, hésitant à masquer les marques de fatigue qui racontaient mieux que n'importe quel récit les années d'effacement. Elle se regarda longuement dans le miroir fendu de la salle de bain. Ce n'était pas une métamorphose, c'était une acceptation.
Ce visage, c'était le sien. Vincent vint la chercher à 14 heures précises. Il attendait dans une voiture de fonction qu'il avait rarement utilisée pour autre chose que les dîners d'affaires. Lorsqu'elle monta, il ne dit rien. Il lui sourit, simplement. Elle détourna les yeux, mais il vit le tremblement discret de ses doigts. Ils roulèrent en silence jusqu'au 15e arrondissement, où se trouvait le petit bureau de Florence Carcenti, une maison d'édition installée dans une ancienne menuiserie reconvertie. En entrant, l'air semblait chargé d'un calme dense. Le parquet craquait sous leurs pas. Des piles de livres s'alignaient sur les tables, certains ouverts, annotés, d'autres encore sous cellophane. Florence les attendait dans une pièce baignée de lumière, au fond du couloir. Elle se leva, en voyant Céline entrer. « Bonjour », dit-elle doucement. Pas de surprise dans sa voix. Pas de mise en scène, juste une reconnaissance sincère. Céline hocha la tête. « Bonjour ». Vincent s'écarta, laissant les deux femmes seules. Il comprit que ce moment leur appartenait. Il resta dans la pièce attenante, feuilletant distraitement un roman qu'il ne lisait pas. Pendant plus d'une heure, elles parlèrent. D'abord de rien, de la météo, d'un roman lu récemment, du silence qu'imposait parfois l'écriture. Puis peu à peu, Florence orienta la conversation vers les textes. Elle ne posait pas de questions directes. Elle commentait, citait, relevait des images fortes, des phrases poignantes. Céline l'écoutait d'abord figée puis plus libre. Elle commença à répondre, à expliquer. Parler de ses textes, c'était encore trop personnel. Mais parler de la langue, des mots, de la forme, cela, elle pouvait le faire. Quand Vincent les rejoignit, la tension avait fondu. Céline tenait une tasse de thé entre ses mains et un éclat nouveau animait ses yeux. « Votre manuscrit, dit Florence, ce n'est pas simplement une bonne histoire. C'est une œuvre, brute mais cohérente, vivante. Il faut la faire exister, et pas dans le silence. »« Je ne veux pas qu'on sache qui je suis, » répondit Céline. « On peut publier sous pseudonyme. C'est fréquent. Ce qui compte, ce n'est pas votre biographie. Ce sont vos mots. Et si on découvre que je suis femme de ménage ?» ajouta-t-elle, le ton soudain tendu. Florence se pencha légèrement vers elle. « Alors ce sera une victoire encore plus grande, parce que vous êtes la preuve que la littérature ne naît pas dans les salons, mais dans les blessures, dans la réalité, dans la marge. » Céline ne répondit pas, mais dans son silence, une promesse se dessinait. Le retour à la tour Cristal fut paisible. Vincent la laissa devant son immeuble, sans insister pour monter. « Tu m'appelles si tu veux parler, dit-il simplement. » Elle hocha la tête, puis disparut dans le hall. Les semaines suivantes furent rythmées par les échanges avec Florence. Des corrections légères, des suggestions de titres. Céline proposa Les Heures pâles, tirées d'un de ses poèmes. Florence approuva immédiatement. La couverture fut conçue sans image, simplement un fond gris perle et une typographie élégante. Le pseudonyme choisi, C.M. Pas plus. Vincent suivait chaque étape avec une émotion contenue. Il assistait à la naissance d'un livre, mais aussi à celle d'une voix qu'il croyait perdue. Céline, elle, oscillait entre fierté et panique. Parfois, elle ne venait pas travailler. Elle appelait pour dire qu'elle était malade. D'autres fois, elle arrivait tôt, restait tard, comme si le travail physique l'ancrait, l'empêchait de flotter. Un soir, elle l'attendait à la sortie. « Tu sais ce qui me fait le plus peur? Dis-moi, qu'on me lise, qu'on me comprenne trop bien. C'est justement ça, le pouvoir de ton livre. Il n'explique pas, il révèle, et ceux qui auront la chance de le lire, ils te reconnaîtront peut-être, mais pas comme tu le crains. Comment alors? Comme une femme qui s'est relevée, qui a parlé, et qui n'a plus honte. » Elle ne répondit pas, mais dans l'obscurité de la rue, elle lui serra la main. Longtemps, comme si ce simple geste scellait un passage. Quelques jours plus tard, le livre partit à l'impression, et Céline, pour la première fois, se regarda dans un miroir sans détourner les yeux. Le jour de la sortie du livre arriva, discret, presque silencieux, comme Céline l'avait souhaité. Aucune campagne tapageuse, aucune affiche dans le métro, aucun encart dans les magazines. Les Heures pâles fut déposé sur les étals d'une poignée de librairies indépendantes, glissé timidement entre deux romans de saison. Le nom de l'autrice, C.M., n'évoquait rien. Le résumé, succinct, parlait d'une voix venue des marges, d'un récit fragmentaire et âpre, traversé de silence et de colère rentrée.
Céline, ce matin-là, ne changea rien à sa routine. Elle se leva à 5 heures, enfila sa blouse, attacha ses cheveux. Elle marcha jusqu'à la station de métro, comme tous les autres jours. Mais dans ses poches, elle serrait un exemplaire du livre, offert en avant-première par Florence. Le toucher du papier, le poids du volume dans sa main, tout cela avait une densité nouvelle. Elle avait voulu lire à voix haute quelques pages chez elle la veille, mais sa voix s'était brisée au premier paragraphe. Ce qu'elle avait couché sur le papier lui paraissait soudain plus cru, plus intime encore que dans son souvenir. Au bureau, personne ne savait, pas même les collègues de l'équipe de nettoyage, pas même les cadres qu'elle croisait chaque matin. Elle restait Céleste, la femme invisible, et cela lui allait, pour le moment. Mais ailleurs, dans les librairies de Bastille, d'Odéon ou de la rue du Faubourg Saint-Antoine, quelques lecteurs s'attardèrent sur ce petit livre gris. Parfois, une couverture attire sans qu'on sache pourquoi. Un mot, une vibration, une intuition. Certains l'achetèrent sans y penser. D'autres le feuilletèrent sur place, puis repartirent, troublés. Un jeune libraire, dans le Marais, en lut quelques pages et décida de le mettre en vitrine. La première réaction publique vint sur un blog de littérature tenu par une professeure retraitée. Elle avait lu le livre d'un trait, en une nuit, puis écrit un texte poignant. Ce n'est pas un roman, c'est une confession pudique. C'est une plaie qu'on regarde enfin sans détourner les yeux. On n'en sort pas indemne. L'article fut partagé timidement d'abord, puis repris par d'autres. Quelques voix s'élevèrent, toujours plus étonnées, toujours plus touchées. Céline n'en savait rien. Elle continuait de vider les corbeilles, de laver les vitres, de longer les couloirs. Mais elle sentait un changement. De minuscules regards se posaient parfois sur elle avec plus d'attention. Une stagiaire du 6e étage la remercia un matin sans raison. Un cadre du juridique lui tint la porte avec un sourire étrange, presque coupable. Elle comprit, certains avaient lu et deviné. Elle en parla à Vincent lors d'un de leurs rendez-vous silencieux du soir. « Je crois qu'ils savent. » « Qui ? » ?»« Quelques-uns ici. Pas tous, mais assez pour que je le sente. Je ne suis plus tout à fait invisible. » « Et ça te fait peur ?» Elle réfléchit, le regard perdu dans les reflets du verre. « Non, mais c'est étrange. J'ai passé ma vie à effacer mes traces, et maintenant que je les ai laissées sur du papier, elles deviennent indélébiles. Tu as changé quelque chose, pour toi et pour eux aussi. Mais je ne veux pas devenir un symbole, ni une exception. Je ne veux pas qu'on dise « Regardez comme elle s'en est sortie ». Parce que je ne suis pas sorti. J'ai juste ouvert une fenêtre. Et parfois, ouvrir une seule fenêtre suffit à éclairer une pièce entière. Elle sourit pour la première fois depuis longtemps, sans retenue. Une semaine plus tard, Florence appela Vincent. Sa voix habituellement posée trahissait une forme d'euphorie contenue. On reçoit des lettres, des courriels, des messages vocaux, des gens qui pleurent en lisant, des profs qui veulent faire lire le texte à leurs élèves, des femmes qui disent « c'est mon histoire aussi », et même des éditeurs étrangers qui demandent les droits de traduction. « Tu l'as dit à Céline ?»« Non, je voulais que ce soit toi. » Ce soir-là, Vincent monta chez elle. Il lui lut les messages les plus touchants, les plus sincères. Elle resta d'abord muette, les larmes roulant lentement sur ses joues. Puis elle murmura « Alors je ne suis plus seule. Tu ne l'as jamais été. C'est juste que le monde avait cessé d'écouter. » Elle lui serra la main, fort. Et dans ce geste, il comprit qu'un nouveau chapitre s'ouvrait. Non plus dans le silence, mais dans l'écho. Un murmure de lecteurs. Une voix qui, sans crier, commençait à résonner dans les consciences. À mesure que les heures pâles gagnaient du terrain dans l'imaginaire de ses lecteurs, la vie de Céline commença à s'écarter doucement de ses anciens repères. Elle continuait de travailler, refusant de quitter son emploi malgré les offres de Florence pour l'aider à se consacrer entièrement à l'écriture. Elle répétait à Vincent « J'ai besoin de sentir que mes pieds touchent encore le sol. » Mais elle sentait bien que quelque chose autour d'elle s'élargissait. Ce n'était pas un raz-de-marée, plutôt une marée montante, lente, persistante. Un jour, dans une librairie du 11e arrondissement, elle aperçut son livre sur une table, accompagné d'un petit mot écrit à la main « À lire absolument ». Une claque, un chant, une révolte muette. Elle resta longtemps à fixer ce carton immobile, comme si ce simple objet confirmait qu'elle était bel et bien sortie de la nuit. Elle faillit repartir sans l'acheter, par pudeur, mais finalement elle tendit le billet. La caissière lui sourit sans savoir. « C'est un de nos coups de cœur, dit-elle.
Vous verrez, ça reste longtemps dans la tête. Céline répondit, simplement, je crois que je connais déjà cette histoire. Elle rangea l'exemplaire dans son sac, comme une relique qu'elle aurait retrouvée après l'avoir perdue. Malgré cette reconnaissance croissante, des zones d'ombre persistaient. L'une d'elles prit la forme d'un journaliste obstiné. Il avait découvert que CM travaillait comme femme de ménage dans une grande entreprise parisienne. Il avait suivi des pistes, recoupé des indices, jusqu'à obtenir un « nom ». Il envoya un message à Florence, puis à Vincent, poliment mais avec insistance. Il voulait écrire un portrait, pas un article People, promettait-il, un hommage. Vincent fut le premier à en parler à Céline. Ils étaient assis dans un square désert, un matin brumeux. Il veut publier ton vrai nom, ton histoire, avec photos, témoignages. Elle resta silencieuse. Puis, tu crois que ça va me faire du mal? Je crois que ça va t'exposer, et que l'exposition n'est pas toujours un progrès. C'est parfois une autre forme d'effacement. Tu penses que je devrais refuser? Je pense que tu devrais choisir. Elle hocha lentement la tête, le regard perdu dans les branches nues d'un arbre. Je vais le rencontrer. Ils organisèrent une rencontre dans un café discret, loin du tumulte. Le journaliste, un homme de 40 ans à l'air fatigué mais sincère, écouta plus qu'il ne parla. Céline, d'abord sur la réserve, finit par lui raconter une version épurée de son histoire. Elle refusa les photos. Il accepta. L'article, publié 2 semaines plus tard dans un hebdomadaire littéraire, fit l'effet d'une révélation. Il parlait d'elle avec justesse, sans voyeurisme. Mais il nommait. Il disait « Céline Moreau, ancienne femme de ménage, autrice d'un livre devenu phénomène discret mais incontournable. » Le lendemain, au bureau, les regards changèrent. Certains l'évitaient, d'autres, au contraire, s'approchaient. Un directeur lui parla de sa sœur, autrefois placée. Une assistante du service informatique lui glissa un mot à la main. « Merci pour vos mots. J'ai vécu ça aussi. » Mais il y eut aussi des sourires gênés, des silences lourds. Elle n'était plus invisible, mais elle n'était pas non plus pleinement accueillie. Céline s'en ouvrit à Vincent un soir, chez lui. « Ils ne savent pas s'ils doivent me respecter ou m'effacer, comme si j'étais devenu un paradoxe. Tu es un miroir, et personne n'aime ce que le miroir montre quand il est honnête. Je ne voulais pas les juger, je voulais juste exister, et c'est exactement ce que tu fais. » Mais une autre, ombre plus intime, se dressait à mesure que la lumière grandissait. Sa mère. Céline n'avait plus eu de nouvelles depuis des années. L'hôpital l'avait déplacée dans un autre établissement et les contacts s'étaient interrompus. Mais un lecteur de son livre, infirmier dans un centre psychiatrique de la région parisienne, avait reconnu certains détails. Il avait envoyé une lettre à Florence qu'il a transmise à Vincent. Céline resta longtemps sans ouvrir l'enveloppe. Lorsqu'elle le fit enfin, ses mains tremblaient. La lettre disait simplement « Je crois que je m'occupe de votre mère. Elle parle peu, mais parfois elle cite des phrases de votre livre. Elle vous lit chaque jour. » Ce fut un choc. Elle n'avait jamais pensé que sa mère pourrait lire, encore moins comprendre. « Tu veux lui rendre visite ?» demanda Vincent. « Je ne sais pas. J'ai passé ma vie à la fuir. Et voilà qu'elle me lit comme si j'étais encore sa fille. Peut-être qu'elle n'a jamais cessé de l'espérer. » Céline ne répondit pas, mais elle mit la lettre dans la boîte métallique où elle conservait tous ses écrits, avec précaution, comme si elle aussi devenait enfin une part de l'histoire. À l'extérieur, le monde continuait. Les ventes du livre grimpaient lentement mais sûrement. Une traduction italienne était en préparation. Et dans les écoles, des professeurs commençaient à le faire lire à voix haute. Une voix longtemps, étouffée se faisait entendre, fragment par fragment. Mais Céline, elle, restait entre deux mondes, l'un qu'elle quittait sans l'oublier, l'autre qu'elle entrait sans l'envahir, une femme entre les ombres et les feux. Le matin était froid, d'un gris laiteux presque figé. Céline fixait la vitre embuée du train régional qui la menait à l'établissement psychiatrique, situé en périphérie de Paris. Le sac posé sur ses genoux contenait peu de choses, un exemplaire annoté de « Les heures pâles », quelques photos d'enfance et une lettre. Elle n'avait pas dormi la nuit précédente. Les mots de l'infirmier, reçus des semaines plus tôt, tournaient encore dans sa tête. « Elle vous lit ». Cela résonnait comme une énigme, presque une provocation.
L'établissement se trouvait au bout d'une route bordée d'arbres nus, où le silence était seulement brisé par le chant monotone d'un merle solitaire. Le bâtiment, vétuste mais propre, évoquait plus un ancien pensionnat qu'un hôpital. À l'intérieur, tout semblait suspendu, les couloirs silencieux, les portes à demi fermées, les visages absents croisés ici ou là. L'infirmier, qui l'avait contacté, l'attendait dans une salle commune. Il s'appelait Hugo et il portait son métier avec douceur. Elle ne parle pas souvent, expliqua-t-il, mais quand elle le fait, c'est avec clarté. Elle cite parfois des phrases qui ne sont pas d'elle. Un jour, j'ai reconnu une ligne de votre livre. J'ai cherché et j'ai compris. Elle sait que je viens? Non. Elle ne réagit pas bien aux annonces, mais elle vous reconnaîtra. Ou pas. Il faut être prêt à tout. Céline hocha la tête. Ils traversèrent un couloir puis une pièce lumineuse. Sa mère était là, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, les mains croisées sur un plaid. Elle était plus petite que dans ses souvenirs, presque frêle, mais son visage avait gardé ses traits durs, ce pli sévère entre les sourcils. Elle regardait dehors, fixement. « Madame Moreau, » murmura Hugo, « vous avez de la visite. » Aucun mouvement. Céline s'approcha, lentement, son cœur battant à s'en rompre les côtes. Elle s'agenouilla à côté du fauteuil. « Maman, c'est moi. » Céline. Un long silence suivit. Puis, lentement, les yeux de la femme se tournèrent vers elle. Aucune surprise, aucune émotion apparente, mais une étincelle de reconnaissance. Infime, fragile. « Tu as grandi, dit-elle simplement. » Céline sentit ses genoux trembler. Elle se força à sourire. « Et toi, tu es encore là. J'ai attendu. » « Attendu quoi? Que tu me pardonnes. » Céline voulut répondre, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Elle fouilla dans son sac, en sortit le livre. Elle le posa sur les genoux de sa mère. « Tu l'as lu? Chaque soir, même quand je ne comprenais pas, parce que c'était ta voix. » Un frisson la parcourut. Elle serra les mains ridées de la vieille femme. « Je t'ai haï, longtemps. Moi aussi je me suis haï pour t'avoir laissé seule. C'était le monde entier qui m'avait laissé, pas seulement toi. » Sa mère baissa la tête, comme vaincue. Mais Céline poursuivit. « J'ai écrit pour survivre, mais j'ai écrit aussi pour comprendre. Et maintenant, je veux vivre, pas seulement survivre. Alors vis, et n'attends plus que je sois réparé pour avancer. » Ce fut tout. Il n'y eut ni effusion, ni longues étreintes, mais une présence, un moment suspendu où la réconciliation ne se fit pas par les mots, mais par l'acceptation. Céline resta encore un moment, parlant peu, observant sa mère qui parfois posait les doigts sur certaines lignes du livre, comme si elle cherchait à en mémoriser le rythme. Le retour fut plus calme. Dans le train, elle ferma les yeux et repensa à sa vie entière. Il lui semblait que le cercle commençait enfin à se refermer, pas sur une blessure, mais sur une compréhension. Vincent l'attendait sur le quai. Il ne posa aucune question. Il ouvrit simplement les bras et elle s'y réfugia. « Je l'ai vue, » murmura-t-elle. « Elle est toujours là. Et moi aussi. Tu veux rentrer? » « Non, pas encore. J'ai besoin de marcher. » Ils marchèrent longtemps, sans but, à travers les rues encore tièdes de l'après-midi. Elle lui raconta la rencontre, les mots simples, les silences. Puis elle ajouta « J'ai écrit une lettre pour Florence, un nouveau texte. Je crois que ce sera le prochain livre. Pas un roman, un témoignage. Mais cette fois, je veux que mon nom soit sur la couverture, le vrai. » Vincent la regarda, ému. « Tu es prête? Je ne sais pas si on l'est un jour, mais je n'ai plus peur d'être vue. » Ce soir-là, elle rentra chez elle et alluma pour la première fois depuis des années une vieille chaîne hi-fi qu'elle croyait hors d'usage. Elle mit un disque de Barbara. « Dis, quand reviendras-tu » emplit la pièce. Elle s'assit, par terre, le dos contre le mur et ferma les yeux. Elle n'attendait plus rien. Et pourtant, tout semblait à nouveau possible. 3 mois s'étaient écoulés depuis la visite à sa mère et dans la vie de Céline, le silence n'était plus un refuge, mais une mémoire. Elle n'était pas devenue une célébrité. Aucun plateau télé, aucune lumière crue sur son visage. Et pourtant, partout où elle passait désormais, quelque chose s'ouvrait. Une attention, une écoute, une manière différente d'exister. Le livre avait dépassé les 10 000 exemplaires, sans le moindre artifice médiatique. Les libraires en faisaient l'éloge avec une ferveur calme.
Les professeurs s'en servaient comme point d'entrée pour parler d'injustice, d'invisibilité, de résilience. Des femmes lui écrivaient. Des hommes aussi parfois, moins nombreux mais tout aussi touchés. Florence avait reçu une offre d'un éditeur canadien pour une version bilingue. Et Céline, fidèle à son rythme, continuait d'écrire dans ses carnets, tôt le matin, avant d'enfiler sa blouse pour le travail qu'elle refusait encore de quitter entièrement. Un matin de mai, alors qu'elle nettoyait les vitres du dernier étage de la tour Cristal, elle vit Vincent l'attendre en bas, sur le trottoir, un sac à la main. Elle descendit le rejoindre. « Tu ne travailles pas aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Non, j'ai pris une journée. Pour t'emmener quelque part. »« Où ça ?»« En province. Une maison. Une surprise. » Elle hésita, puis accepta. Le trajet fut silencieux. Ils roulèrent hors de Paris, les paysages changeant lentement. Champs, forêts, villages, puis une petite route sinueuse. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une bâtisse en pierre, simple, couverte de vignes vierges. « C'est ici, dit-il. » Elle descendit, sceptique. « C'est quoi ?»« Un ancien atelier, que j'ai racheté il y a longtemps. Il ne servait à rien. Maintenant, il t'attend. » Elle fronça les sourcils. « Tu veux que je vive ici ? » ?»« Non, je veux que tu écrives ici. C'est un lieu pour toi, pas pour te fuir, mais pour te retrouver. Florence veut y organiser des résidences d'écriture. Elle dit que ton deuxième livre pourrait y naître. Je suis d'accord avec elle. » Céline entra. L'intérieur était nu, mais lumineux. Une grande pièce avec une longue table en bois, une chaise, une bibliothèque vide, un poêle ancien. Rien d'excessif, juste de l'espace et du silence. Elle fit le tour lentement, toucha le mur, s'arrêta près de la fenêtre. « C'est trop. »« Non, c'est juste. Tu l'as mérité, Céline. » Elle se retourna, émue. « Tu veux que je laisse derrière moi ce que j'étais ? Je veux que tu continues à être ce que tu es, mais librement. » Elle s'assit, prit un crayon trouvé dans un tiroir. Elle écrivit un mot sur un coin de papier. « Commencez. » Vincent la regardait en silence. « Tu vas rester ici ? Pas pour toujours, mais je reviendrai souvent. Et nous ?» Elle se leva, s'approcha, posa sa main sur la sienne. « Nous, on continue. Ensemble. » Comme deux fragments qui ont fini par se recoller sans devenir parfaits, mais solides. Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Les mois passèrent. Le second livre parut sous le vrai nom de Céline Moreau. Il ne connut pas le même succès fulgurant que le premier, mais il toucha plus profondément encore ceux qui le lurent. Il parlait de pardon, de mémoire, de dignité, d'une mère et d'une fille qui n'avaient pas su se dire les mots essentiels à temps, mais qui avaient trouvé un langage à travers la lecture. Céline continua à écrire. Elle ne devint jamais une autrice à la mode. Elle refusa les compromis. Elle resta fidèle à sa voix. Et cette voix, avec le temps, se fit entendre dans des cercles de plus en plus larges, non parce qu'elle criait plus fort, mais parce qu'elle portait en elle une vérité rare. Vincent, quant à lui, fit un pas de côté dans sa carrière. Il délégua, s'effaça et retrouva une forme d'humanité qu'il croyait perdue. Il vivait entre Paris et la maison atelier, souvent silencieux, toujours présent. Et un jour, bien des années plus tard, une adolescente en quête de sens tomba par hasard sur un exemplaire de Les Heures pâles dans une bibliothèque municipale. Elle lut la première phrase, puis la seconde. Elle ne put plus s'arrêter. Et à son tour, elle comprit qu'il n'y avait pas de petite vie, qu'il n'y avait que des voix qu'on n'avait pas encore écoutées.